Nous allons faire le lien dans cette partie entre les listes, que nous avons déjà commencé à aborder la fois précédente avec les opérations de base, et les fonctions d'ordre supérieur. Les fonctions jouent, avec les listes, un rôle central en programmation fonctionnelle. Et souvent, on considère la structure de données liste comme étant celle qui est le plus à même de montrer comment, en fait, en pensant fonctionnel, on arrive à écrire du code qui est d'une part compact, mais qui est également extrêmement expressif. C'est ce que nous allons voir dans les slides qui vont suivre. Pour l'instant, nous avons déjà vu plusieurs méthodes qui fonctionnent sur des listes, bien entendu, et notamment la méthode length. La méthode length retourne la taille de la liste, donc le nombre d'éléments dans cette liste. Last va nous retourner le dernier élément de la liste. Init, tous les éléments sauf le premier. Reverse change l'ordre des éléments de la liste. Take n, retourner n premier élément. Drop retourne tous les éléments sauf les n premiers. Et apply nous permet de retourner le nème élément de la liste. Lorsque par exemple on a quelque chose comme une liste et que l'on écrit par exemple val a égale liste et que l'on écrit val b égale a 3, 3 fonctionnera pas ici, 0 par exemple, ça va être évalué à la valeur 1. Le fait de pouvoir mettre ces parenthèses ici vient en fait de la fonction apply qui correspond en fait à ces parenthèses. On peut écrire de la même manière, de manière équivalente, a.apply 0, qui va également nous donner la valeur 1. Nous avons commencé lors de la dernière série d'exercices à travailler en fait avec les listes. Je vous rappelle, nous avons écrit différentes fonctions à l'aide des méthodes de base isEmpty, head, tail et cons. Et avec ça, on a pu écrire un certain nombre de fonctions pour faire une espèce de mini API de liste en Scala. Bien entendu, Scala possède sa propre API de liste, et cette API elle est riche, même très très riche, et je vous propose qu'on aille ensemble regarder la documentation de cette liste brièvement. Nous voilà sur la page scala-lang.org/api/current qui nous montre la documentation de l'API Scala. Donc, si on navigue un petit peu dans cette documentation, on va voir assez rapidement qu'on tombe sur scala.collectionImmutable, qui contiendra en fait des structures de données immutables et qui nous intéressent aujourd'hui. En particulier, la liste qui se trouve là. Donc, pour chacune de ces classes dans la documentation, on va retrouver une petite explication au début sur comment fonctionne la classe, à quoi elle sert, et puis ensuite des considérations sur les performances. Ici, par exemple, on voit que la liste est d'ordre 1 pour les opérations d'accès à la tête et à la queue. La plupart des opérations sont d'ordre n. On a ensuite des exemples d'usage de comment utiliser cette classe-là, et ces exemples sont suivis par l'ensemble des membres de la classe, donc les méthodes ici, qui nous montrent ce qu'on peut faire avec une liste. Donc vous constatez ici que le nombre de méthodes est très très grand, et puis on retrouve des méthodes que l'on connaît, qu'on a déjà utilisées ou déjà vues auparavant, comme par exemple last qui nous retourne le dernier élément de la liste, head qui nous retourne le premier élément de cette liste. Et puis on voit également d'autres méthodes ou prototypes pour le moins cryptiques comme celle-ci, un group map-reduce qui ici reçoit 2 arguments génériques, qui a également 3 arguments purifiés, qui sont 2 fonctions dans les 2 premiers cas, et quelque chose encore autre ici qu'on n'a pas encore vu. Et l'objectif du cours d'aujourd'hui, l'un des objectifs du cours d'aujourd'hui va être de comprendre de tels prototypes et de découvrir un petit peu comment utiliser ces fonctions ici, comme par exemple celle-ci, qui sera une fonction d'ordre supérieur, vu qu'elle reçoit une autre fonction. Je profite de l'occasion pour vous montrer une petite chose qui m'avait échappé pendant quelques temps. Ici, on a ce gros bouton vert en fait, qui nous permet de switcher entre la vue classe et la vue objet compagnon. Et là, on retrouve en fait l'objet compagnon de la classe qui va être expliqué.
Donc comme vous l'avez vu, il y a un objet compagnon et des méthodes de liste. Cet objet compagnon nous permet d'avoir des méthodes statiques à quelque part pour fabriquer des objets. Et on peut, par exemple, grâce à cet objet compagnon, créer une liste vide d'un type A, ici, qui est générique. Donc cette méthode ici de l'objet compagnon list s'utilise comme ceci. Donc on a list.empty. Il faut ensuite indiquer le type de ce qu'on veut comme objet dans notre liste, des strings ici, et cela va nous créer, lorsqu'on va l'évaluer, une liste vide qui pourra contenir des strings. De la même manière, la méthode qui est en dessous, fill, ici, vous pouvez constater que son prototype est assez compliqué, ce qui est souvent le cas dans l'API des listes en tout cas. Donc cette liste ici est générique en A, et ensuite cette méthode est queryfiée. C'est-à-dire qu'en fait on va avoir deux arguments qui seront donnés, le premier ici n de type int qui va indiquer combien d'éléments on veut, et un deuxième argument queryfié ici, lm, qui comme vous le constatez est évalué by name, et puis on voit à cause de cette flèche là, et cela va nous donner le type des éléments, les valeurs des éléments de la liste. Donc on peut utiliser cette méthode comme ceci. On va écrire list.fill. Imaginons qu'on désire faire une liste d'entiers. 3 avec la valeur 0. Cela va me créer une liste de 3 éléments contenant des zéros. Une autre manière de créer des listes est d'utiliser des ranges. Alors, range est une séquence qui est compatible avec une liste. Et puis, vous voyez ici cette syntaxe qui ressemble beaucoup à du langage naturel. 1 to 5 va créer une range qui contiendra les éléments 1 à 5. 0 until 5 va fabriquer une range qui contiendra, elle, les éléments 0 à 4. Et on peut également spécifier, à l'aide du by, qui est ici dessous, l'espacement entre chacun des éléments. Pour la conversion entre les différents types de range à liste, je vous propose de faire un petit exemple également maintenant. La syntaxe to permet de créer des ranges. Vous voyez ici, on a une range inclusive qui va de 1 à 10. On peut également avoir une range ici qui n'est pas inclusive. 1 until 10, et bien entendu ce n'est pas des listes directement, ces objets là on peut les convertir en listes en appelant la méthode toList sur de tels objets. Là on se retrouve avec une liste qui est une liste standard qu'on va pouvoir utiliser. Bien entendu, l'API des listes, en ce cas-là, possède un certain nombre de méthodes intéressantes, notamment celles qui sont représentées ici. La première, indexOf, va nous donner la position d'un objet dans une liste. Contains va nous indiquer si un objet est contenu ou pas dans une liste. C'est un prédicat, donc ce prédicat, je vous rappelle, est une méthode qui retourne vrai ou faux. Distinct va en fait enlever les duplicats d'une liste, ce qui peut être très pratique. Nous aurons l'occasion d'implémenter cette méthode également dans les exercices. Sum, qui peut être utilisé pour sommer tous les éléments d'une liste. On retrouvera aussi des fonctions de plus haut niveau qui permettent de travailler sur une vision un peu basée sur les ensembles. Donc union, intersect et diff. Lorsqu'on a par exemple deux listes, on va pouvoir faire l'union de listes, intersection de listes ou la différence de listes. Et finalement, mkstring qui va nous faire une représentation textuelle d'une liste. Je vous propose que nous passions un petit peu de temps maintenant à regarder. Pour faire un exemple de comment ces fonctions s'utilisent, je vous propose que nous partions d'une liste, comme par exemple celle-ci, sur laquelle on va appliquer les différentes fonctions que nous avons vues. Donc, cette liste A, je peux demander à évaluer la fonction indexOf, imaginons du 3, et on voit ici que
l'élément 3 se trouve à la position de 0, 1, 2, ce qui est correct. On peut également contrôler, est-ce que ça contient l'élément 45? Sans surprise, la réponse est non. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a une liste qui contient des doublons, vous voyez que cette liste ici, eh bien, contient des doublons, on peut appeler la méthode distinct dessus, qui nous fabrique une liste sans les doublons à l'intérieur. Bien entendu, ça fonctionne également avec des strings. Si par exemple, vous voyez, ça fonctionne également. Voilà, ça utilise les méthodes que l'on connaît. On peut ensuite, bien, par exemple, faire la somme des éléments d'une liste. Je reprends ma liste A qui est là-haut, et là je fais la somme des éléments dessus. Là, on voit que c'est assez puissant quand même. On n'a pas besoin de passer sur tous les éléments de la liste et de faire cette somme à la main. Et puis on peut penser également aux listes de manière beaucoup plus abstraite. Regardez, si par exemple je prends B, une seconde liste qui contiendra certains éléments, on va faire ça comme ça, 3, 4, 5, 6, certains éléments en commun A et d'autres pas, eh bien je peux faire l'union entre A et B. J'obtiendrai la liste qui sera ici. Imaginons, vous voyez cette liste ici contient des doublons, bien entendu je peux demander cette même liste sans les doublons, grâce à cette méthode, je peux évaluer ça. Je peux faire l'intersection de deux listes, intersect, voilà, B, quels sont les éléments en commun dans les deux listes, et quels sont les éléments qui sont dans A et qui ne sont pas dans B. Voilà. Finalement, une dernière méthode qui nous servira relativement souvent, c'est la méthode mcastring, qui ici eh bien, attend comme argument un string, ou comme argument je ne vais pas vous dire de bêtises, allez, essayons de lui passer un char, allez pas, le compilateur n'est pas content, on lui passe un string, et puis eh bien on voit qu'on peut fabriquer avec ça une représentation textuelle de notre liste avec le caractère qui est passé ici dans le string comme séparateur de la liste, ce qui va être très intéressant.